Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Quoi de neuf. Aujourd'hui, je reçois la secrétaire fédérale du Parti socialiste à la Martinique. Bonjour, Madame la secrétaire. Bonjour Mano. Ça va bien? Oui, ça va, merci. Bonjour à toutes les Martiniquaises et tous les Martiniquais, puis à tous ceux qui nous regardent sur Facebook et sur toujours ta chaîne. radieuse, hein, toujours le sourire, tout ça. Femme job, quoi, femme pays. Hein. Oui, ça se comprenait. Oui, mais c'est peut-être parce toujours. que tu es gourmandaise quelque part. Tu sais déjà. Oui, alors, Anne Hidalgo, qui se présente à l'élection présidentielle, elle est nommée, puisqu'elle est socialiste, par la fédération, je suppose, par tout le monde. Par le parti, Par oui. le parti, même s'il y a là, ça et là, on entend des voix qui ne sont pas tellement pour. Mais qu'est-ce que tu en penses, toi, en tant que femme? Moi, en tant que femme, en tant que militante, je pense que c'est une très bonne chose déjà. Que nous ayons presque plusieurs d'ailleurs socialistes qui aient envie de partir à cette bataille, parce que je crois que l'époque est suffisamment particulière pour se dire qu'il faut avoir du courage aujourd'hui pour partir sur ces élections présidentielles. Il y a une vraie défiance démocratique, il y a des critiques, des attaques qui sont très dures et je suis contente qu'une femme aussi relève en tout cas ce challenge, ou en tout cas ait envie de le relever. Anne Hidalgo, je crois, est une mère en tout cas qui a su faire face et qui a su mettre des solutions en face des difficultés qu'elle pouvait rencontrer dans sa ville. Et je crois que cette technique que de répondre précisément au dysfonctionnement d'un territoire, le territoire de Paris c'est un territoire particulier, de répondre spécifiquement, c'est-à-dire qu'il y a un problème de pollution par exemple en Paris qui est l'une des villes les plus polluées d'Europe, et ben elle y répond avec des solutions fermes, mais qui sont de nature à protéger les administrés et tous ceux qui fréquentent Paris. Je crois qu'on doit pouvoir aujourd'hui, à la tête de l'État, avoir quelqu'un qui soit pragmatique, terre à terre, et qui réponde aux difficultés quotidienne des Français. Alors, je ne sais Françaises. pas si tout le monde pense comme toi concernant Paris, parce qu'on dit Anne Hidalgo, c'est les embouteillages, c'est non, mais ça, c'est de la propagande. Mais en même temps, si nous avions les transports en commun dont bénéficie Paris, je suis sûre que nous aurions tous eu l'exigence qu'il y ait moins de véhicules dans les rues, notamment de Fort-de-France, mais du Lamentin et d'ailleurs. Donc je crois que quand on a un système de transport public aussi bien organisé, aussi dense... Que Sublime, par exemple, que tu as mis en place. Par exemple, dans le Sud, mais c'est encore pas suffisant. C'est pas à la mesure de ce qui est fait en Île-de-France et singulièrement pas à la mesure de ce qui est fait dans Paris. Mais à Paris, il y a un système qui est formidable, il faut quand même se le dire. C'est un système très dense qui vous permet d'aller d'un point à un autre assez facilement. Donc il est légitime que quand on investit autant dans les transports en commun, eh ben, l'objectif en général de développer les transports en commun, c'est d'éviter ce qu'on appelle l'autosolisme, c'est le fait que les gens soient seuls dans leur voiture et les gens se retrouvent seuls dans leur voiture dans des embouteillages parce qu'ils sont trop nombreux, peut-être encore, à ne pas vouloir fréquenter les transports en commun. Mais il faut des changements de comportement parce que la réalité, c'est que la pollution tue. La pollution rend malade et qu'à Paris, comme en Martinique, on a des problèmes de santé dus à la pollution. Est-ce qu'aujourd'hui, la France est déjà prête à accepter une femme présidente de la République? Je ne suis pas misogyne en disant ça, je me pose simplement la question. Non, mais je ne crois pas qu'aujourd'hui il y ait de difficultés à concevoir ça. Les chiffres notamment, qui avaient été ceux de Ségolène Royal, avaient été très honorables il y a plus de près de deux décennies presque maintenant. Enfin, donc non, je pense que la France est prête. La France n'a pas de problème avec ça. Je crois que les Français attendent des personnes compétentes et puis des personnes qui sont de nature à leur redonner espoir en l'action publique de l'État, en ce que l'on peut créer de mieux-être pour les Françaises et les Français, en ce que l'on peut créer une économie aussi qui soit protectrice pour ses entrepreneurs et pour ses salariés. Je suis persuadée qu'Anne Hidalgo est la personne entourée, évidemment, parce qu'il faut un entourage, mais qui a les valeurs qu'il faut pour porter le projet socialiste, en tout cas, et écologiste. Peut-être 4 femmes, justement, qui vont se présenter. Bon, il y a Hidalgo, mais justement la femme d'hiver. Enfin bon, il y a un deuxième tour. Pour l'instant, il y a un deuxième tour, on verra. On ne sait pas. Pécresse et Madame Hidalgo. Donc, il y a beaucoup de femmes. Pour l'instant, ça fait 3. Non, il y en a 4.
Là, tu as dit Hidalgo, Pécresse, les Verts, et éventuellement. Marine Le Pen. Ah oui. Marine Le Pen. Ah oui, tu avais raison de ne pas la citer. Non, mais c'est une femme. Oui, non, mais tu as raison de ne pas la citer. Il faut arrêter de leur donner un peu trop de visibilité, je crois. Et est-ce que c'est ce que tu penses aussi pour Zemmour? Parce que Zemmour est en train de rogner. Écoute, je te remercie de me poser la question parce que je vais m'adresser directement à nos compatriotes. Et je vais leur dire très sincèrement, du fond du cœur, et de réfléchir, parce que j'ai été très choquée, moi, déjà, en 2019, par les résultats des élections européennes, même en Martinique, même si le Front National n'est pas arrivé premier. Mais je crois qu'il faut revenir à nos fondamentaux, il faut qu'on se rappelle d'où l'on vient, qui on est, avec qui on peut frayer, avec qui on ne peut pas frayer. On ne peut pas, nous, Antillais, avec l'histoire que nous avons, nous, descendants de mise en esclavage, frayer avec des gens qui prônent de façon moins officielle, mais de façon très claire, le racisme, la xénophobie et la haine religieuse. Ça, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, je crois qu'il faut qu'on soit raisonnable. Il y a suffisamment de candidats pour que on ait du choix entre des écologistes, des gens de droite, des gens de gauche, des gens du centre, pour que l'on n'aille pas frayer avec l'extrême droite. L'extrême droite, partout où elle est passée, ça a été une catastrophe. On le voit sur notre partie du monde. Aux États-Unis, on voit ce que ça a donné. On voit la déchirure que ça a provoqué chez les Américains. Au Brésil, aujourd'hui, les Brésiliens se lèvent parce qu'ils ont réalisé à qui ils avaient affaire avec le président Bolsonaro. En Autriche, on voit également sur le territoire européen ce que ça donne. En Pologne, les droits des femmes, notamment, reculent à cause de l'extrême droite. Je crois qu'il faut faire attention. Toutes les thèses, c'est pas à partir du moment où on parle de patriotisme, nous sommes tous des patriotes. Moi, je n'ai aucune envie que le pays, notre pays Martinique ou le pays France, échoue. Donc, il ne faut pas faire croire qu'il y a les patriotes et il y a les autres. Il y a ceux qui font croire qu'ils sont en capacité de faire et qu'ils ne le sont pas, et qui emportent derrière eux une haine qui est difficilement maîtrisable. Et on la voit aujourd'hui sur les réseaux, et on voit aujourd'hui, d'ailleurs, ce que certains, même à la télé, sont capables de dire. C'est effrayant, et je crois qu'il faut qu'on soit effrayé. Je crois qu'il ne faut pas que les voix antillaises aillent sur ce type de candidat. Lorsqu'on entend le discours du président de la République, Emmanuel Macron, en ce moment pour les harkis, la reconnaissance, ça, est-ce que quelque part, on n'aurait pas dû faire la même chose pour la Martinique concernant cette histoire de chlordécone, l'empoisonnement du pays pour 700 ans? Est-ce que ce truc officiel que j'ai vu en télévision concernant les harkis, je ne dis pas qu'ils ne méritent pas, mais je dis que nous, à la Martinique, il me semble qu'on mérite ça aussi, cette reconnaissance-là. Il ne s'agit pas de dire ça à la porte de l'avion et puis après on oublie. Alors malheureusement, c'est un peu d'ailleurs ce que disent les harkis. Les mots sont les mots, mais est-ce que les mots soignent les mots MAUX? Ouais. Bon, nous, le mal dont on souffre aujourd'hui, c'est une pollution pour 600 ans, à laquelle l'État doit donner des réponses, parce que le président Macron, d'ailleurs, l'a dit et a avoué la responsabilité de l'État. Le président Hollande l'avait fait en mettant en place les premiers plans chlordécone, mais ce n'est pas suffisant. Et je crois qu'il faut que nous continuions avec nos élus nationaux, avec nos élus locaux, à nous battre pour que des solutions soient trouvées à la dépollution de nos sols et que des réparations également soient trouvées pour que l'on puisse avoir le moyen, parce que ça veut dire qu'on a moins de terres pour produire, donc plus d'exportation, donc des coûts plus importants pour la population. Il y a un moment où la compensation, elle ne peut pas passer simplement par des discours. Elle doit passer par des faits concrets, et ça ne peut pas être des mesurettes. Les 1 million, 2 millions, 20 millions, 30 millions, c'est pas suffisant. S'il faut dépolluer, il faut dépolluer. Et s'il faut faire des études, nous avions fait une pétition, nous étions les premiers. La Fédération socialiste de Martinique avait lancé en premier une pétition sur la gratuité du test du chlordécone, la mise en place de cette enquête parlementaire que les socialistes ont obtenue et qui a été présidée par le président de l'exécutif aujourd'hui, Serge Letchimy. Nous avions aussi sollicité une véritable politique de
suivi sanitaire des populations. Donc nous devons, nous, savoir à un moment pouvoir faire des tests régulièrement, améliorer notre alimentation, et puis l'État doit se donner aussi les moyens de contrôler les biens à la consommation qui sont mis sur le marché, et en l'occurrence, aujourd'hui, ce n'est pas à la hauteur. Et il me semble qu'il n'y a que 4 personnes à la direction de la répression des fraudes et à la DIAL, DEAL, là, la direction de l'environnement, pour contrôler les marchandises qui sont vendues, notamment sur les... Oui, tout à fait. Justement, tu parlais des députés, des sénateurs, du président d'Etchemi qui a dû donc renoncer à son poste de député pour pouvoir s'occuper, puisqu'il est président de la CTM, c'est un non-cumul. C'est un non-cumul. Est-ce normal qu'on n'ait pas fait une élection pour qu'il y ait un autre député? Quelle image que ça donne, le fait que... Ça veut dire que la Martinique peut fonctionner? Non, c'est le droit. C'est le droit. C'est-à-dire que dans la mesure où l'élection législative se situe à moins d'un an, la prochaine élection législative se situe à moins d'un an là de l'élection à laquelle le président de l'exécutif a gagné, que le député Serge Etchemi a gagné, une partielle ne peut pas être organisée. À quelques semaines près, ça aurait été possible, mais ça ne l'est pas, puisque en l'occurrence, il a renoncé à son poste naturellement au moment où il a été élu et pas avant. Oui. Donc c'est la loi, c'est partout pareil. Mais est-ce que ça ne donne pas quand même l'impression qu'un député ne travaille pas? Ça donne une image un peu bizarre quand même. Hein? Non, je pense que ce n'est pas une question de ne pas travailler, c'est une question de coût et d'utilité. Aujourd'hui, l'État considère qu'à un an d'une future élection, le poste peut rester vacant. Bon, je pense que Donc se passer d'un député pendant une année. Pour nous, c'est énorme parce que notre territoire n'a pas... Voilà, on a des choses à réclamer. C'était pas un des moins travailleurs, donc justement, voilà. D'accord. Donc c'est embêtant. Mais donc il faut se hâter pour élire un nouveau député et les élections législatives, j'espère, seront florissantes. Tu vas te présenter pour le parti socialiste? Il y a des chances, oui. Il y a des chances, très bien. Ok, alors le président Etchemi avait souhaité aussi recevoir les différentes personnes qui s'étaient prononcées pour l'élection à la CTM, qui avaient été candidats pour l'élection à la CTM, les têtes de liste. Est-ce que tu as été reçu? Est-ce qu'il a mis ça en pratique? Oui, tout à fait. D'ailleurs, je crois, je ne crois pas d'ailleurs, je suis sûre, j'ai été la première tête de liste reçue et j'ai été d'ailleurs accompagnée de la tête de section de Fort-de-France, Daniel Robin. Nous avons été reçus par le président, avec lequel nous avons arrêté un champ d'action pour ce qui concernait, puisqu'il avait dit qu'il allait nous recevoir et voir si nous pouvions travailler à la mise en place d'une politique publique spécifique sur laquelle nous étions démarqués pendant la campagne. Le point sur lequel il m'a interpellé, c'était une politique publique de lutte contre les violences faites aux femmes. J'attends le retour des services, mais je suis prête. Oui. Est-ce que tous les candidats ne sont peut-être pas allés, je ne sais pas, mais est-ce que c'était une bonne idée de convoquer donc ceux qui se sont présentés à l'élection, d'inviter, les mots en sens, d'inviter les candidates, et éventuellement, avec leur accord, peut-être récupérer, entre guillemets, les bonnes idées pour pouvoir mettre en action pour la Martinique. Oui, mais c'est bien, puisque de toute façon, les récupérations se font parfois avant, parfois pendant. Donc, si elles se font un peu après, c'est pas mal aussi. L'essentiel, c'est que... L'essentiel, et je suis pas... J'estime, les idées ne nous appartiennent pas une fois qu'on les a énoncées. Elles doivent justement être diffusées, elles doivent pouvoir servir l'intérêt général. On a fait un programme, et si il peut inspirer les politiques publiques, singulièrement celles de la CTM, auxquelles nous sommes présentés, aux élections desquelles nous sommes présentés, je crois que c'est une bonne chose. Et plus nos idées seront reprises, plus ça prouvera qu'elles étaient bonnes, et plus ça prouvera qu'on ne s'était pas trompé, qu'on avait fait le bon diagnostic et qu'on avait proposé les bonnes solutions. Donc, moi, je l'ai dit très tôt, mon programme est à disposition, servez-vous, j'aurai d'autres idées. On t'a découvert chanteuse. Quand est-ce que tu viendrais samedi après-midi chanter avec nous dans cette émission? Eh bien, écoute, envoie-moi les paroles déjà. Mais ça sera toujours avec plaisir. Voilà, je suis une mélomane. Mais en plus, c'était très bien. C'est vrai, c'était merci. Très bien. Il y a aussi quelqu'un
Madame Chonville, c'est Oui, ça? oui, oui. J'ai suivi ça, je me suis dit, ben, c'est une Ben bonne oui, chanteuse. oui, on Vous peut. êtes là à dormir, des talents inexploités. Il faut faire la Martinique, profiter de vos voix, Mais mesdames. on le fait, la preuve, puisque tu en as profité. Oui, c'est vrai. On n'en c'est a pas vrai. fait nos métiers, voilà, moi, j'aime bien chanter. Voilà. Alors, la Martinique vit une période difficile. Bon, maintenant, depuis le mois de mars 2020, mais ça va en s'accentuant, vague après vague, les morts s'entassent. La Guadeloupe aussi, hein, c'est pas seulement la Martinique. Quel est ton avis sur cette pandémie et puis sur c'est anxiogène ce que nous vivons. C'est anxiogène, même si quelqu'un ne meurt pas de Covid, mais il y a beaucoup de crises cardiaques parce que les gens sont pris par ça, ils ont d'autres choses. Des cancers qui ne peuvent pas être soignés parce que les lits d'hôpitaux sont peut-être remplis, des accidents de la route qui ne peuvent pas bénéficier peut-être de soins. Comment tu trouves cette situation que nous vivons en Martinique? Alors, bon, faut pas. Non, les accidents de la route et les urgences sont gérés. Par contre, il y a des soins et notamment des diagnostics, par exemple, de cancers qui sont reportés parce que les gens ont des petites douleurs ou des grosses douleurs, mais se disent bon, je vais pas aller à l'hôpital parce que l'hôpital est déjà en tension et je vais attendre et je vais attendre et je vais attendre, ce qui parfois diffère de trop longtemps les diagnostics. Mais oui, c'est anxiogène et pas seulement pour toutes les raisons que tu dis, se voir privé de liberté, voir son entreprise en grande difficulté, quand on est entrepreneur, mais également quand on est salarié, ne pas savoir si on va pouvoir reprendre son boulot, avoir que 80% de sa rémunération, parce que le chômage partiel, c'est que 80%. Alors, certaines entreprises essayent d'ajuster, mais tout le monde, d'ailleurs, n'a pas 80%. Il y a aussi des personnes qui sont à 50% de temps partiel et donc qui touchent encore moins. Enfin, je crois que pour toute la société, c'est une difficulté. D'ailleurs, je le dis et je l'ai écrit. Je pense que l'une des vagues qui passe et que l'on ne voit pas, c'est la vague psychologique et psychiatrique. Oui. Bon, parce que les effets sur le fait de ne pas pouvoir se voir, ne pas pouvoir se déplacer, ne pas pouvoir sortir chez soi, sans remplir une attestation, sans justificatif, il n'y a pas encore quelques jours, ne pas pouvoir aller à la mer, ne pas pouvoir... Bon, ça fait beaucoup de privations de liberté, et en même temps, c'est des privations de liberté, qu'on le veuille ou pas, qui sont nécessaires. Bon. Encore une fois, je crois qu'il faut être très solennel sur la situation et il ne faut pas prendre les chiffres à l'emporte-pièce. Nous avons aujourd'hui, nous atteignons presque les 600 morts chez nous, dont 500 pour ces 2 derniers mois. Je ne sais pas si la mesure de tout ça est vraiment donnée. Alors j'entends des personnes qui disent ah oui mais bon ce n'est que bon. Eh ben moi pas envie ouais moun qu'à moins qu'à mort et puis qu'on me dise que ce n'était rien, que c'est quelqu'un de plus de... Et quand tu dis Caïmoin, tu ne parles pas seulement de ta famille, tu parles de ton pays. Mais de mon pays, mais même de mon entourage. Tu imagines ce que ça peut provoquer chez quelqu'un qui a perdu son père et sa mère. Il y a des histoires. Moi, j'ai des médecins que j'ai appelés, une amie infirmière que j'ai consultée, qui me dit qu'il y a un jeune homme de 33 ans qui a été mis en soins intensifs. Il s'en est sorti. Il a été mis en soins intensifs pendant 15 jours. Sauf que quand il s'est réveillé, ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il avait contaminé sa maman et que sa maman n'avait pas tenu les 2 semaines. Ouais. Donc le gamin s'est réveillé après 2 semaines de soins intensifs et sa mère avait été enterrée la veille. Alors quand on dit à quelqu'un comme ça, qui peut-être d'ailleurs souffre de l'idée d'avoir peut-être contaminé sa maman ou je ne sais quoi, donc des gens le culpabilisent sur ça et puis il va sentir peut-être une propre culpabilité, mais qu'on lui dit que sa maman ne représente que une poussière dans... Non, faut qu'on arrête. Voilà. Des vies, c'est des vies. Je suis, et je le dis très clairement, je suis aujourd'hui très claire sur le message. La vaccination, aujourd'hui, est l'arme la plus efficace pour éviter les formes graves de cette maladie. C'est vrai, elle ne nous empêche pas d'attraper le virus, elle ne nous empêche pas de le donner, mais elle nous évite de mourir. Alors, je suis aujourd'hui vaccinée, j'ai fait ce choix qui est peut-être égoïste, je n'ai pas envie de mourir étouffée. Voilà, il faut que ça soit très clair et j'espère que les gens savent ce que ça peut être que de manquer d'air et de ne pas pouvoir respirer. C'est ça la forme la plus grave.
Bon, et c'est de ça dont les gens meurent. Ils meurent par étouffement, ils ne peuvent plus respirer. Alors à ceux qui disent par ailleurs qu'on ne soigne pas les gens, c'est faux. Et ça, c'est faire offense aussi à tous les médecins, à toutes les personnes, à tous les soignants qui ont sacrifié leur vie, leur congé pour ceux qui viennent, mais pour ceux aussi de nos compatriotes qui sont ici et qui n'ont depuis des mois pas le droit de prendre des congés annuel. D'accord ? Donc, je crois qu'il faut rester raisonnable dans ce que l'on dit. Il n'y a pas les mauvais et les gentils. Il y a des gens, je peux comprendre ceux qui doutent, mais la réalité, aujourd'hui, c'est que les formes les plus graves peuvent être évitées par le vaccin. Donc, j'invite, en tout cas, tous mes compatriotes, et singulièrement les plus fragiles, les personnes de plus de 60 ans, les personnes qui ont de la comorbidité, qui ont déjà de l'asthme, de l'hypertension, qui font de l'obésité ou du surpoids de façon importante, ou de l'obésité morbide. Je les invite à être les premiers parce que ce sont les plus fragiles. Voilà, ce sont les plus fragiles. Il faut à un moment qu'on se fasse confiance, qu'on fasse confiance à la société, et il faut aussi avoir un regard très lucide sur ce qui se passe. Aujourd'hui, les pays les moins vaccinés sont les pays les plus pauvres. Les pays les plus vaccinés sont les pays les plus riches. Alors quand j'entends des histoires de complot, je dis cherchez l'erreur. Ceux qui meurent le plus, donc, ce sont les pays du Sud. C'est Nègres, Indiens, Moun, Amérique du Sud. D'accord ? C'est ça la réalité. Bon, alors, je veux bien qu'on se sente solidaire de tout ça, mais nous avons la chance d'avoir un système de santé qui, même si en Martinique, est un peu tiers-mondiste, on a un hôpital qui fonctionne mal, mais ça, il va falloir aussi qu'on y réponde politiquement. Mais je crois malgré tout que la chance que nous avons en Martinique, c'est de se dire que lorsque nous sommes malades, nous sommes soignés. Notre principale préoccupation en Martinique lorsque nous sommes malades, et en France en général, ce n'est pas de nous demander si le fait d'être malade va coûter les études de notre enfant, va coûter la maison, va nous mettre dans l'obligation d'hypothéquer parce qu'on va sur un traitement qui va être difficile, c'est de guérir. Et ça, ce sont les luttes qui ont permis ça. Et le progrès, c'est ça. Le progrès, ce n'est pas de se dire c'était mieux avant. C'est pas vrai. Avant, c'était pas mieux. Il y a moins de 30 ans, les gens mouraient de maladies que l'on pourrait qualifier de bénignes à Fort-de-France. Voilà. Bien. C'est ça la réalité. La vaccination, quoi qu'on en dise aujourd'hui, c'est une évolution scientifique. Ça a été vite parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et il faut que tu invites ici des chercheurs, Mano, qui vont te dire la principale difficulté qu'ils ont en général dans la recherche, c'est l'argent. Cette fois-ci, l'argent a coulé à flot, donc les études ont pu être rapides. C'est pas parfait. On parle bien de la solution d'aujourd'hui. Peut-être qu'il y aura une meilleure solution dans 2 mois, dans 3 mois, et qu'on trouvera la solution d'un vaccin qui répondra à tous nos critères et qui nous empêchera de contaminer, qui nous empêchera d'être contaminés, qui bloquera ce virus, qui bloquera les variants, et c'est tant mieux. Mais pour l'instant, aujourd'hui, c'est ça. Et on ne peut pas dire, quand même, le cas trouve un bagaille et puis nous cas dit non, ça pas bon, ça allait trop vite. Mais non, faut qu'on soit sérieux. Non, je crois que les Martiniquais là doivent être lucides sur la situation. Nous ne pouvons perdre autant de Martiniquais parce que pareil. Et là, tu vois, c'est un propos de franchise aujourd'hui et très libre que j'ai. Mais j'entends aussi parler d'un génocide par substitution. Eh bien, je vais te dire, aujourd'hui, nous sommes dans un autogénocide. Voilà. Ouais. Nous avons décidé d'avoir un suicide collectif. Voilà la décision que nous avons prise. Voilà, aujourd'hui, en faisant autant de résistance, la décision que nous prenons. C'est d'être prêt, de se sentir libre de crever. Eh bien, moi, je le dis à mes compatriotes, ne nous donnons pas cette liberté. Et pour terminer, merci beaucoup pour cette franchise. C'est pas évident en ce moment de prendre position, mais c'est vraiment très clair. Oui, mais moi, je n'ai rien contre mes compatriotes. J'ai un avis, il faut que tout le monde le respecte. Je respecte l'avis des autres, mais il faut que tout le monde respecte mon avis, qui n'est pas une prise de position contre quelqu'un. C'est une prise de position que j'exprime en tant que personnalité politique par ailleurs, à la lumière de ce que moi, je considère comme étant des informations importantes et probantes. Alors, pour terminer, il y aura des élections internes au Parti socialiste pour renouveler secrétaire fédéraux.
Oui. Dont 3? Dont moi. Est-ce que tu es satisfait? Tu te représentes? Voilà, je me représente. Alors contrairement à la première fois où je me suis présentée, donc en 2018, je suis la seule candidate parce que les camarades m'ont, en tout cas, dit à quel point ils me faisaient confiance et ont été satisfaits de mon travail depuis 2018, depuis près de 3 ans, et donc considèrent qu'il n'y a pas lieu de venir en concurrence devant moi. Mais ça n'empêche pas les échanges, le dialogue, les débats. Et c'est important dans un parti politique de renouveler aussi et puis d'avoir ce temps, on va dire, de concurrence. Et ça a été le cas au niveau national. Et le premier secrétaire sortant, Olivier Faure, a été réélu. Et c'est le cas également sur les territoires, donc pas seulement en Martinique, mais sur toute la France. C'est le cas, on a un renouvellement des instances locales. Merci beaucoup et bonne chance donc pour cette élection qui n'est presque pas une élection, c'est simplement une formalité. Oui, merci. Voilà. Merci quand même. Merci. Merci. À bientôt et puis reviens quand tu veux nous donner des informations et puis cette franchise de parole, c'est très très bien. Je pense que trop souvent les politiques aiment nous enrober de belles paroles. Mais là, c'est clair. Mais vous en connaissez moins. Mais moi, ça va. Bon, merci en tout cas de m'inviter. Et puis à très bientôt. Et puis merci à tous ceux qui nous regardent d'avoir regardé jusqu'à la fin. Merci beaucoup. Merci Manuela. Merci à vous chez vous. À bientôt. Merci.